L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bonsoir, merci d'être fidèle à Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici les titres. Plus de 2000 soldats français se sont déployés au Mali depuis le 11 janvier pour aider l'armée malienne à se débarrasser des troupes islamistes qui occupent le nord. Afin de les épauler, plusieurs pays ont décidé de leur apporter un soutien logistique. Au Niger, le président est allé à Oualam, à une centaine de kilomètres de la capitale, Niamey. Il s'y est rendu afin de remonter le moral de ses troupes en partance pour le Mali. Et enfin, dans Mardi Sport, en fin de journal, Yacouba Dansoko viendra nous parler de la CAN 2013. Il nous fera le résumé du match Côte d'Ivoire-Togo. Nous débutons donc ce journal au Mali, 12e jour de l'opération Serval. Voilà donc près de 2 semaines que les forces françaises aident l'armée malienne à libérer les villes aux mains des islamistes. Et plusieurs pays ont proposé de fournir une aide logistique à la France. C'est le cas du Canada. Un avion de type C-17 a déjà fait l'aller-retour entre la base aérienne d'Istres et Bamako à plusieurs reprises afin d'acheminer du matériel. Sur le tarmac de la base militaire d'Istres, un avion canadien de transport C-17. Un avion cargo qui doit transporter des véhicules de l'armée française au Mali. Il n'y aura pas d'opération directe des troupes canadiennes pour le moment. Mon mandat est simplement opérationnel pour l'instant et logistique. Outre le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Danemark apportent leur aide à la France, pour la plupart avec la mise à disposition de leurs avions. Sur le terrain, plus de 2000 soldats français sont déjà déployés aux côtés de l'armée malienne depuis le 11 janvier. Pour les aider, quelques 2000 soldats de la CEDEAO doivent être déployés d'ici à samedi, mais seules quelques centaines sont déjà arrivés à Bamako. Déployer des troupes dans un délai aussi court nécessite beaucoup d'organisation, beaucoup de moyens et vous concevez que cela prenne quelque temps. L'essentiel, c'est que vous sachiez que les troupes seront là le plus rapidement possible. À terme, la MISMA devrait être composée de près de 6000 soldats. Coût estimé de cette mobilisation militaire, 375 millions d'euros. L'Union européenne, de son côté, devrait participer à hauteur de 50 millions pour accélérer la mobilisation des financements. Une conférence des donateurs est prévue le 29 janvier à Addis Abeba, sous l'égide de l'Union africaine. Le président nigérien est allé remonter le moral des troupes avant le départ de ses soldats en partance pour le Mali. Pour ce faire, Mahamadou Issoufou s'est rendu à Oualam, à une centaine de kilomètres de la capitale Niamey, non loin de la frontière malienne. Précisons que 500 hommes constituent ce contingent nigérien. On écoute à cette occasion le ministre de la Défense du Niger, M. Mamadou Karidjo. Le matériel est là, le matériel terrestre. Nous n'avons pas aligné les aéronefs qui peuvent intervenir. Nous avons des hélicoptères de combat, nous avons des hélicoptères de transport de troupes, nous avons des avions d'attaque et tout ce beau monde-là, on va mettre ça en musique le moment venu et je pense que les autres auront à qui parler sur le théâtre d'opération. Point de presse ce matin du Haut Conseil islamique du Mali à la maison de la presse de Bamako. Le président du Haut Conseil, lors de son discours, a dénoncé avec vigueur la campagne de dénigrement des médias de certains pays musulmans qui qualifient l'intervention militaire française au Mali comme étant une agression contre l'islam. Et par ailleurs, les membres du Haut Conseil réaffirment leur soutien à cette mission de la France et en appellent au sens de citoyenneté de tous les musulmans maliens. Moussa Diko que nous écoutons au micro de Nadia Peadji et Malik Mbaye.
Ce qu'on retient, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui présentent l'intervention française comme étant une agression contre l'islam au Mali. Cela n'est pas exact. On le dit sans détour et sans embâche, et que nous soutenons entièrement et pleinement cette opération qui en réalité qui est salutaire, il faut le dire. Au début de cette situation, nous avons dit qu'il faut explorer toutes les voies de dialogue possibles. Mais notre pays ne peut pas demeurer éternellement occupé. S'il n'y a pas de dialogue, s'il faut faire la guerre, eh bien le Mali fera la guerre. Et nous sommes derrière notre pays pour faire cette guerre. Nous sommes d'accord avec ceux qui viennent à notre secours pour faire cette guerre, pour libérer notre pays. Mahmoud Dicko, président donc du Haut Conseil islamique du Mali. Dans le cadre d'une visite au Mali, la commissaire européenne chargée de la réaction aux crises a tenu ce mardi à l'hôtel Laïko de Bamako une conférence de presse. L'objectif de cette rencontre est de présenter à la presse malienne l'aide humanitaire de 20 millions d'euros débloquée par la Commission européenne en vue de faire face à la crise humanitaire qui traverse le pays. Djakadida et Moussa Bari pour les détails. 20 millions d'euros pour soutenir les actions humanitaires au Mali, c'est la somme débloquée par la Commission européenne pour venir en aide aux enfants souffrant de malnutrition grave, ainsi qu'aux quelques 100 millions Maliens réfugiés dans les pays voisins. L'Union européenne a réagi de manière décisive face à la crise alimentaire. L'année passée, nous avons fourni en aide humanitaire 78 millions d'euros d'aide et grâce en partie à cela, une catastrophe a pu être avertie. Supplémentaire important, nous avons donc décidé déjà en décembre de rajouter 20 millions d'euros à notre aide humanitaire. Maintenant, en début d'année, nous rajoutons encore 20 millions d'euros d'aide humanitaire en plus pour faire face aux besoins nouveaux qui sont créés. Avec la guerre actuelle au Mali, les besoins humanitaires se font de plus en plus sentir, d'où la visite précipitée à Bamako de la commissaire européenne, responsable de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises. La dernière visite de Mme Kristalina Georgieva remonte au mois de décembre 2012. Direction l'Éthiopie avec l'ouverture ce matin à Addis Abeba de la 21e rencontre préparatoire du 20e sommet de l'Union africaine. Les femmes se sont réunies autour du thème « La contribution du genre à la promotion du panafricanisme et de la renaissance africaine ». Voici le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Caroline Tunaranré, accompagnée de Antoumar pour les images. C'est une rencontre par les femmes pour les femmes. La contribution de la gente féminine à la promotion du panafricanisme et de la renaissance africaine. La problématique se pose d'autant plus que l'Union africaine, au lieu par excellence du panafricanisme, souffle bientôt, en mai prochain, 50 ans d'existence. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'épineuse question de la promotion de la femme, du genre de façon globale. Initiée par la campagne Le genre est mon agenda, en abrégé GIMAC, cette 21e rencontre regroupe des organisations féminines d'Afrique dont le but commun est de contribuer, tant soit peu, à l'atteinte des objectifs en matière d'une meilleure prise en compte du genre comme élément indispensable en vue d'un développement profitable à tous. Après une première journée de travaux, les avis sont plutôt à l'optimisme. Je vois la participation, elle est très bonne. L'enthousiasme et l'engouement des participants. Il n'y a rien à redire. Les présentations sont vraiment de très bonne qualité. Les discussions sont de très bonne qualité. Les recommandations qui ressortent sont de très bonne qualité. Au total, 2 jours sont consacrés aux travaux de cette rencontre. Une rencontre qui fait également la part belle à la prise en compte de la jeunesse dans les agendas. Les conclusions de toutes ces préoccupations sont attendues sur la table des discussions du 20e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre dimanche prochain dans moins d'une semaine, toujours ici à Addis Abeba. Ce sont autant de thématiques qui interpellent la lutte pour la promotion du genre pour une Afrique qui veut avancer sans laisser en marge plus de 50% de sa population. Les régions de Diourbel au Sénégal et d'Aquitaine en France viennent de signer une convention de partenariat. La cérémonie s'est déroulée à Dakar en présence de nos correspondants Mamadou Dieye et Souleymane Anne, dont voici le reportage. Aujourd'hui, nous sommes des citoyens de Diourbel, nous sommes des citoyens d'Aquitaine
Nous sommes des citoyens du Sénégal, de France aujourd'hui, maintenant, ce matin. Nous sommes des citoyens du monde. Ces quelques mots suffiront pour expliquer tout le sens de ce partenariat entre les régions de Diourbel au Sénégal et Aquitaine en France. La signature de cette convention est donc le résultat d'un long processus que les acteurs souhaitent bénéfique aux populations. Cette volonté s'est matérialisée le 7 novembre 2011 à travers la signature d'une déclaration d'intention de partenariat visant à développer et à consolider les liens institutionnels, sociaux, économiques et culturels dans un souci de développement réciproque et durable au bénéfice des populations des deux régions. La jeunesse occupe une place de choix dans cette coopération. Ainsi, 5 axes prioritaires feront l'objet de ce partenariat. Le premier axe que nous allons travailler, c'est la formation professionnelle. C'est le soutien aux jeunes de Diourbel dans leur démarche d'insertion professionnelle. Le second point, nous l'avons évoqué aussi lors de nos rencontres d'hier, c'est celui de la gouvernance locale. Et 2 autres sujets très importants dans ce protocole, c'est l'accès à l'eau des populations et l'agriculture. La région de Diourbel s'engage solennellement au respect des dispositions de l'accord pour l'atteinte des objectifs de développement ainsi fixés. On quitte brièvement l'Afrique pour Israël où les citoyens ont été appelés aux urnes ce mardi dans le cadre des élections législatives. En début d'après-midi, le taux de participation avoisinait les 47% et le Premier ministre Benjamin Netanyahou devrait être reconduit. Les sondages font état de 32 à 35% des intentions de vote en faveur de sa coalition. Certes, la victoire semble lui être promise, mais on est loin du plébiscite pour Benjamin Netanyahou. Sa coalition à droite, très à droite, devrait remporter ses législatives, le conforter dans son poste de Premier ministre, mais perdre une dizaine de sièges à la Knesset. Une seule certitude, le paysage politique israélien s'ancre de plus en plus à droite. Pour preuve, le retour sur le devant de la scène des nationalistes religieux du foyer juif. Son leader, Naftali Bennett, viscéralement opposé à un État palestinien, devrait grignoter des voix au Likoud. Notre but est d'unir tout l'État d'Israël. Les religieux, les non-religieux, les laïcs, les ultra-religieux, les arabes, les juifs. Chacun ensemble pour unir et faire quelque chose de bien pour cette grande nation. Au centre et à gauche, impossible de s'entendre pour former une vraie opposition à Benjamin Netanyahou. C'est donc en ordre dispersé qu'une kyrielle de partis se présente devant les électeurs. Légèrement à gauche, les travaillistes de Sheli Yashimovic. Au centre, Kadima, ou le nouveau parti de Tzipi Livni, Atnoua, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, mise sur son expérience. Je sais que beaucoup d'électeurs veulent une direction politique différente, veulent un Israël différent qui s'ouvre de nouveau au monde, un Israël pas isolé. Et cela, je sais comment le faire. Je suis revenu en politique, j'ai déposé ce bulletin de vote, pas seulement pour mes ambitions personnelles, mais pour Israël. Dans les colonies, on hésite encore. Voter Likoud ou plus à droite. Pourquoi pas Naftali Bennett? Son discours séduit les colons. Et ce soir, le nouvel homme pourrait être en position de force pour négocier son avenir politique avec Benjamin Netanyahou. Les tractations vont commencer. On retourne au Mali. Aux premières heures de la crise, toutes les composantes du sport ont été fortement perturbées, voire même interdites au nord du pays par les djihadistes sous peine de sanctions. Aucune manifestation de joie dans les rues de Bamako ce dimanche après la victoire des Aigles du Mali 1-0 face au MENA du Niger. Nos reporters Aminata Mariko ont fait le tour de la ville pour expliquer ce silence des supporters maliens. Cette crise sociopolitique qui se traduit par des morts d'hommes a presque atteint le moral des fans du sport. Du coup, la 29e édition de la CAN Afrique du Sud 2013 passe inaperçue au Mali malgré la présence de son équipe nationale. On est en football, c'est vrai, mais là où nous sommes, le football est petit par rapport à la situation qui prévaut dans ces pays. Dans cette situation de guerre, l'équipe nationale a préparé dans un secret savamment entretenu son entrée dans la compétition. Et c'est avec angoisse et humanité que Sidou Keita et ses coéquipiers ont enregistré une courte victoire sur le fil 1-0. Cette réussite dédiée à la paix et au peuple malien par Sidou Keita anime les cœurs mais non lisible sur les visages et les comportements. Aucune manifestation de joie dans les rues de Bamako. Actualité oblige. Parce que Mali gagne là. Bon, manquant fana beno, anti ka fo kam wuli, ka fo kam yala tuguni quoi. Il était valable pour beaucoup de choses que la population manifeste sa joie
dans sa maison, raison pour laquelle juste après le match, nous avons demandé aux supporters de manifester leur joie, de rester en famille, ensuite manger et se coucher parce que nous sommes en état d'urgence. Malgré cette intrusion inopportune des rebelles de tous bords dans le sport et dans le moral des uns et des autres, certains sportifs tentent de redorer l'image du pays sur le continent. Ainsi, à l'image des aigles militaires qui ont remporté le trophée de la 8e CAN Foot en décembre dernier à Abidjan, les aigles du Mali placés dans le groupe B de la CAN 2013 à leur tour et au prix du sacrifice essaient de soigner cette image du Mali, placée zone dangereuse sur la carte mondiale. D'ores et déjà, les joueurs du français Patrice Carteron ont accepté de réduire de 40% leur prime habituelle pour participer à l'effort de guerre qu'est vu le Mali. Je pense que c'est une contribution. D'une manière générale, on peut dire que ces jeunes-là ont répondu également à l'appel du président de la République par intérim qui a demandé à tous les citoyens maliens, quel que soit le bord, donc de contribuer à l'effort de guerre. Le football étant un vecteur de rapprochement, de fraternité et de solidarité, un sac continental de la part des aigles apportera certainement du baume au cœur des Maliens. Voilà qui nous permet maintenant de passer à Mardi Sport et on accueille pour ce faire Yacouba Dansoko. Bonsoir Yacouba. Bonsoir. Alors aujourd'hui on va parler bien sûr de la CAN 2013. Première journée dans la poule D, la Côte d'Ivoire a confirmé son statut de favori face au Togo. Oui, les éléphants sont venus difficilement à bout des éperviers du Togo ce mardi par le score de 2-1. Suivons le résumé de cette affiche. Dans ce match Côte d'Ivoire-Togo, les éléphants ont confirmé leur statut de favori en s'imposant sur le fil par 2-1. Tout est parti si vite dans cette rencontre. Ce sont les éperviers qui se sont illustrés en premier lieu. Dès la deuxième minute, Adebayor intercepte une balle entre Eboué et Kolo, mais le capitaine togolais ne parvient pas à scorer. 6 minutes plus tard, Gervinho, dans son exercice favori, met sur orbite Yaya Touré. Le milieu de Manchester City sans trembler bat Agassa Kossi. À 2 minutes de la pause, le même Yaya Touré passe juste à côté du deuxième but ivoirien. Sa balle est repoussée par la barre transversale. Dans le temps additionnel de la première période, Jonathan a été égaliste pour les éperviers du Togo. Mi-temps, 1-1. En seconde période, les deux équipes tentent de prendre les commandes du match. Gervinho sert Yaya Touré, l'ancien Barcelonais bute sur un excellent Agassa Kossi. Gervinho et la parade d'Agassa Kossi sur cette super... 10 minutes plus tard, réaction togolaise. Bossou passe à côté du deuxième but. À 3 minutes de la fin du match, Gervinho profite de la mauvaise sortie d'Agassa pour inscrire le deuxième but ivoirien. Dans le temps additionnel, le Togo passe juste à côté de l'égalisation. Sur ce chef-d'œuvre d'Adebayor, la balle de Floyd Haïté est stoppée in extremis par Kopabari. La Côte d'Ivoire s'impose dans la douleur par 2-1. Le Togo, de son côté, n'a plus droit à l'erreur s'il veut toutefois continuer l'aventure. Et Yacouba, on connaît depuis peu le score du match qui a opposé la Tunisie à l'Algérie. Oui, la Tunisie qui s'est imposée sur le fil à la 91e minute. Le but tunisien a été inscrit par Meksakni. Voilà, Meksakni qui donne la voie du succès, à cette équipe des Aigles de Carthage. Voilà, d'autres informations sur la CAN 2013, Yacouba? Oui, Nabou, avec notamment la deuxième journée qui va démarrer ce mercredi. Dans la poule A, on aura Afrique du Sud, Angola, à partir de 15h à temps universel. Et à 18h, il y aura ce choc entre le Maroc et le Cap-Vert. Voilà, et nos téléspectateurs peuvent vous retrouver tout à l'heure. Oui, à partir de 21h30 pour les synthèses, les analyses voilà, des deux matchs de ce mardi 22 janvier 2012. Merci beaucoup Yacouba, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Fin de ce journal. Ne manquez pas demain à partir de 12h Afrique Midi. Bonne suite de programme. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.